Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Et bonjour la cryptosphère. Oui, aujourd'hui je nous introduis notre petit Zap Crypto. Alors, déjà d'une, parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire. Et en même temps, ça tombe bien parce qu'il n'y a pas grande nouvelle. Il y a très peu d'analyses techniques, peu d'analyses dans le chapitre NFT et Metaverse. Donc je peux me permettre de déborder un petit peu. Mais avant de passer à ce petit point spécial, on débute comme toujours avec notre Fear and Greed Index côté crypto qui se trouve à 51 dans le neutral. Je suis plutôt surprise, je vais pas vous mentir. On a vraiment l'impression qu'on est tous stoïques en ce moment face au marché, alors que Bitcoin et les altcoins ne nous font pas plus plaisir que ça. Du côté des marchés US, on est dans la zone de greed à 63. Alors je sais pas si c'est le cours des actions de chez Nvidia qui a fait retrouver le sourire au marché trading, mais pareil, plutôt étonné de voir cette bonne humeur ambiante, si on peut appeler ça comme ça. Mais enfin, on verra si ça reste aussi vert dans les semaines à venir. Alors, où est-ce que je voulais en venir? Est-ce que vous vous rappelez de la petite miniature d'hier? Normalement, si vous n'êtes pas trop vieux, votre mémoire ne devrait pas trop vous jouer des tours, sinon la voici. Alors cette miniature faisait rappel à une petite news qu'il y a eu dans le Zap hier, partagée par Money Radar Crypto, qui nous apprenait que le FMI lançait sa crypto. Oui, ils lancent leur CBDC, qui s'appelle donc Unicoin. Alors jusque-là, on a l'air bon. Le petit souci, c'est que ce jeton ne représente pas du tout le projet du FMI, mais un autre projet crypto. Et c'est grâce à Fosu, ou Fosux, désolé, je sais pas lequel est le bon, qui a pris le temps de m'expliquer tout ça dans les commentaires. Donc, ce que je n'avais pas fait hier, ce qui s'appelle dig avant de mettre tout ça en ligne, je l'ai fait aujourd'hui. Et du coup, voici le projet Unicoin, dont beaucoup se servent de leur image pour représenter la CBDC du FMI. Le problème, c'est que j'ai peur que ça porte un petit peu à confusion, et ce n'est pas du tout, mais alors pas du tout les mêmes projets, évidemment. Celui-ci est un projet crypto qui s'apparenterait à un fonds mondial d'innovation. Il permettrait de se constituer un portefeuille diversifié en actions dans des entreprises émergentes à forte croissance. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est eux. Bien sûr, ici, il n'y a aucun conseil en investissement. Et pour le petit token du FMI, il ressemble plutôt à ceci. Donc du coup, le FMI, le Fonds monétaire international, qui nous développe un petit coin, histoire de faciliter apparemment les échanges internationaux en intégrant les paiements transfrontaliers. Donc si un jour vous revoyez ce petit logo, non, ce n'est pas la CBDC, c'est bien un autre projet crypto. Alors du coup, je me permets de vous présenter mes excuses pour la confusion. Encore un grand merci à Fosux, je ne sais toujours pas, pour ton petit commentaire qui m'aura permis de m'endormir moins bête cette nuit. Du coup, j'en profite pour vous encourager à commenter toujours davantage dans l'espace commentaire, que ce soit pour des questions, que ce soit pour corriger une info, parce que non, ce ne sont pas encore des IA qui sont à la tête de création de contenu, donc forcément, il peut toujours y avoir des petites erreurs qui se glissent à droite à gauche. Et donc, à plusieurs paires de yeux et plusieurs cerveaux, on devrait par contre se rapprocher d'une certaine vérité. Sur ce, vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. On se retrouve demain pour le dernier zap de la semaine. N'oubliez pas que vous pouvez également nous retrouver du lundi au samedi à 18h en live sur Twitch pour débattre de chaque zap. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Zap Crypto. Si vous êtes débutant, vous devez savoir que les clés privées, elles sont privées. Ça vous paraît bête, mais c'est pas pour rien. C'est quoi vos clés privées de base? C'est tes mots de passe. Alors arrêtez de mettre des mots de passe type l'anniversaire de ta grand-mère, de ton chien, de toi, de ta femme, ce que tu veux. C'est complètement débile. Vous mettez des vrais mots de passe sécurisés, longs. Oui, c'est chiant. T'inquiète pas, à l'avenir, grâce à la technologie des NFT et des SBT, tu n'auras plus à les taper et ce sera sécurisé par la blockchain. Pour l'instant, tu dois mettre en place ce truc-là et tu dois le faire de façon sérieuse et tu dois le faire sur différents à chaque fois. C'est la base. Ça, ok. Ensuite, en ce qui concerne la phrase de récupération de vos wallets, donc ce qu'on appelle les clés privées, la seed phrase qu'on appelle sur vos wallets, c'est un petit peu ce qui se passe et c'est la mode en ce moment chez Ledger, Trezor, etc. Bref, ne surtout pas les stocker n'importe où. C'est-à-dire que je vois encore trop de gens qui créent un MetaMask, qui prennent la seed phrase, ils font un copier-coller, le foutent dans un Word et le mettent dans leur ordi. Non, je vois trop de gens qui prennent leur seed phrase, qui font copier-coller, qui le mettent dans leur Google Drive. Encore moins, je vois encore trop de gens
qui ouvrent un MetaMask, qui ouvrent leur site phrase, qui le prennent en photo. Encore moins. Arrêtez de faire ces bêtises de débutants, s'il vous plaît. La sécurité sur nos smartphones, elle est éclatée. La sécurité sur votre ordinateur, elle est éclatée. La sécurité sur les drives, elle est éclatée. Qu'est-ce que vous faites? De base, dites-vous que cette site phrase, vous la mettez nulle part de numérique. C'est complètement débile pour une solution numérique. On est d'accord, on va trouver des solutions et des solutions arrivent petit à petit. Tu les notes au minimum sur une feuille. Au mieux, tu le fais graver sur une plaque en métal. Vous savez que je vous ai déjà donné plusieurs fois des exemples là-dessus. Très important. On enchaîne ensuite avec un gros incubateur Web3 qui se veut être le plus gros d'Europe, qui débarque à Angers. Alors je sais pas si vous savez, mais moi je suis né à Angers, je suis angevin, du coup cocorico, je suis content. En tout cas voilà, ça c'est une belle chose parce que du coup c'est vrai que la France des fois on est un petit peu relégué au second plan. Donc là du coup avoir cette ambition là c'est plutôt cool. Donc la boîte du coup s'appelle CubeSui et donc incubateur c'est quand en fait vous propulsez si vous voulez des projets sur le devant de la scène en leur fournissant par exemple de l'argent, des ressources, etc. C'est vraiment une grosse aide en fait pour les différents projets Web3. Une fois son diplôme universitaire en poche, Bloomberg Tradebook le recrute. Il restera près de 4 années dans cette entreprise où il développera des logiciels de trading pour Wall Street. Après plusieurs promotions en interne, à seulement 27 ans, il est amené à diriger des équipes dans le New Jersey, à Londres et à Tokyo. En 2005, CZ décide de créer Fusion Systems, sa propre entreprise à Shanghai. Son but était de créer un système complexe, rapide et efficace pour les professionnels du trading. Il continuera à travailler dur pour cette entreprise jusqu'en 2013. Et c'est cette année-là que CZ entend pour la première fois parler du Bitcoin. Et c'est lors d'une simple partie de poker avec Bobby Lee, un venture capitaliste, PDG de BTC China, c'est un exchange qui n'existe plus à ce jour, qu'il a entendu parler de Bitcoin. Bobby a essayé de le convaincre d'investir 10% de ses économies dans le Bitcoin, qui valait à l'époque moins de 80 $. C'était avant la montée vertigineuse d'avril 2013, où l'on a vu un ATH à 266 $. Il s'est ensuite plongé dans le white paper afin d'en savoir un petit peu plus. Et c'est après une conférence sur Bitcoin qui s'est tenue à Vegas en décembre 2013 et qui réunissait une centaine de pionniers, dont Vitalik Buterin, le cofondateur d'Ethereum, que CZ décide de faire all-in. Il vend alors tous ses biens en sa possession, dont sa maison estimée à $1 million et investit tout dans le Bitcoin. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Je déconseille à quiconque regarde cette vidéo d'investir tout son argent dans Bitcoin. Ce n'est évidemment pas un exemple à suivre. Je te le rappellerai jamais assez. Sur cette chaîne, tu ne trouveras aucun conseil en investissement et il est fortement déconseillé d'investir de l'argent dont on a besoin et que l'on n'est pas prêt de perdre. Donc, même si ça lui a réussi, je t'invite fortement à éviter ce qu'a fait CZ. À la fin de l'année 2013, il possède environ 1500 bitcoins. Un an après son investissement, le prix du BTC a chuté de presque 70%. Mais CZ continuait d'investir régulièrement en faisant du DCA sur Bitcoin et en croyant fermement à la réussite du projet de Satoshi Nakamoto. Et il rejoint ensuite blockchain.info que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de blockchain.com, un pionnier du monde de la crypto-monnaie. Il est la 3e recrue de la plateforme et il sera le responsable du développement de cette dernière. Un poste qui lui permettra de côtoyer certains mastodontes de l'écosystème tels que Ben Reeves, fondateur de blockchain.info et Roger Ver que l'on connaît sous le pseudo de Bitcoin Jesus. La plateforme qui propose un service d'exploration des blockchains Bitcoin et Ethereum ne convient pas forcément aux idées de CZ. Il décide de partir au bout de quelques mois afin de rejoindre les rangs d'OKCoin, une plateforme de spot trading qui le rejoint comme CTO. Il y restera jusqu'en septembre 2015 où il décide de créer BIGTech. Je sais pas trop. Une société qui vise le marché asiatique et qui fournit des technologies de trading basées sur le cloud. En 2017, voyant la montée en puissance de Poloniex et de Bitrex, CZ décide de saisir l'opportunité et de créer son propre exchange. En effet, il constate à cette époque qu'il y a de nombreuses améliorations possibles aux exchanges existants, notamment des lenteurs remarquées à chaque pump d'une crypto, notamment Bitcoin, et une interface pas très user-friendly. Il quitte donc BIGTech en prenant le soin d'embarquer avec lui les meilleurs éléments qu'il a rencontrés tout au long de sa carrière, dont Yi Hye, désolé pour la prononciation, avec qui il avait travaillé chez OKCoin. L'ICO lancé récolte près de 15 millions de dollars grâce à la vente de 100 millions de BNB, ce qui nous donne un BNB à environ 14 centimes de dollars. C'est juste pour te donner une petite idée. Binance était né. Deuxième news ce matin, ne pariez pas sur le Dogecoin. Les conseils d'Elon Musk, bah, la grosse quenelle qui met au Dogecoin, notre ami Elon. Donc Elon a récemment déclaré lors de sommet du conseil des PDG au Wall Street Journal à Londres, en plus c'est Wall Street Journal, c'est pas rien, je ne conseille à personne d'acheter de la crypto ou de parier sur le Dogecoin.
ça pique. Cette position marque un changement drastique dans le discours d'Elon Musk, habituellement porteur d'optimisme pour les cryptos et surtout pour son petit Dogecoin. Elon Musk donc précise, ou plutôt rappelle que le Dogecoin était créé en tant que meme coin, une crypto-monnaie dérivée d'un meme sur Internet, donc d'une blague en gros. Il nous dit Dogecoin est ma crypto préférée, mais elle a le meilleur humour et aboie avec les chiens. Elle est complètement troll. Bon. En rappelant les origines comiques du Doge, Elon Musk souligne qu'il ne faut pas se laisser leurrer par son image sympathique, un discours qui détonne avec celui des derniers mois. Rappelez-vous que le célèbre petit chien dominait Twitter il n'y a pas si longtemps, reléguant l'oiseau bleu de Twitter au second plan. Tu te rappelles Twitter, au lieu d'avoir le petit oiseau bleu, on avait la tronche du Dogecoin. Donc d'un côté, il remplace le logo de Twitter par le Dogecoin et de l'autre côté, il dit mais n'achetez pas du Dogecoin. Voilà, mais c'est un truc de malade. Et donc la prudence actuelle d'Elon Musk vis-à-vis du Dogecoin pourrait être perçue comme un aveu de la part du mania des affaires qui souhaitait peut-être calmer le jeu. Sa grande influence sur le marché lui a valu par le passé une amende de 20 millions de dollars par la SEC suite à une simple plaisanterie sur les mauvaises herbes qui a fait grimper le cours de l'action Tesla de 6%. Et il s'est interdit de jouer de son autorité pour faire gonfler ou diminuer les marchés quelque part sur le marché financier. Bon, une action ou un truc comme ça. Alors ça, c'est une information importante, même si j'ai tendance à me méfier des données on-chain, tout simplement. Je les utilise pas souvent parce que vous savez, on peut être manipulé avec des données on-chain. En tous les cas, on peut traduire des mouvements. Tout est traçable dans les blockchains, en particulier sur le Bitcoin. Et là, on voit que les baleines accumulent énormément des stablecoins. Alors, est-ce qu'elles accumulent des stablecoins dans l'idée d'aller pouvoir acheter massivement bientôt, un peu comme on va aller voir sur les graphiques? Ou est-ce qu'ils sont en train de sortir un peu? On n'en sait rien, mais il y a des données on-chain qui nous expliquent qu'ils accumulent énormément de stablecoins. Et la nouveauté, c'est qu'ils accumulent énormément de DAI et d'USDC. Ils vont pas sur l'USDT. En tous les cas, ils y vont moins. Donc c'est une information à savoir. On va parler de stablecoin sur le Bitcoin. Oui, grâce au token BRC20. Un nouveau stablecoin un premier, pour moi, stablecoin va sortir sur le réseau Bitcoin grâce au token BRC20. À ma connaissance, il n'y avait pas de stablecoin sur le Bitcoin, mais si vous avez des informations autres, je suis preneur. On parle ici de Stably USD. C'est un petit stablecoin sur le réseau Ethereum qui n'a pas connu grand succès. On parle d'environ 250 000 $ qui ont été issus jusqu'à maintenant sur Ethereum. Mais là, sur le Bitcoin, ils ont vraiment un avantage. Ils sont les premiers à arriver sur le format BRC20, ces formes de jetons qui ont été créés grâce au standard Ordinals qui a été créé il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques mois maintenant. Et ils veulent vraiment faire comme ce que l'USDT a fait sur le réseau Bitcoin, sur le réseau Ethereum et Tron, etc. Un stablecoin, il y en a 69 000 milliards qui peuvent être mintés au plus, donc ils ont une grosse marge de manœuvre, il y aura pas de problématique à ce niveau-là. Le stablecoin en question, il pourra être récupéré contre des vrais dollars à condition de faire un KYC, etc., de s'identifier auprès de la société qui est derrière Stably USD. Et ça a l'air vraiment d'être assez carré. Donc, à voir, ça va permettre de développer davantage l'écosystème Ordinals, BRC20, etc. Il y a plein de marketplaces qui existent et actuellement, c'est tradé principalement contre du Bitcoin. On pourrait imaginer que les tokens BRC20 soient tradés contre d'autres tokens BRC20, par exemple contre le stablecoin en question, ce qui pourrait faire qu'il y aurait moins de volatilité pour ceux qui voudraient acheter ces tokens. Ils seraient pas obligés de passer par du Bitcoin. Donc vraiment, c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous le savez, j'aime les applications simples qui vous apportent des avantages, de l'utilité concrète. J'avais fait une vidéo notamment sur S-Miles qui vous permet d'épargner et d'obtenir quelques fractions de Bitcoin grâce à votre marche journalière et à quelques activités sur l'application. N'hésitez pas d'ailleurs à aller la checker si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va parler de Bitstack qui, pour moi, rentre totalement dans cette catégorie. Bitstack, fondé en France, d'ailleurs, le siège est à Paris aujourd'hui. C'est une application mobile disponible sur iOS et Android et qui va pratiquer l'arrondi automatique, mais en version Bitcoin. L'arrondi automatique, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, quand vous allez vous connecter à l'application, on va vous demander de rentrer votre compte bancaire courant. C'est juste une autorisation de lecture. Ils ne peuvent pas faire de transactions, ils ne peuvent pas vous prélever de l'argent. C'est une application qui est totalement gratuite. Mais ils peuvent voir les différentes transactions que vous faites dans votre journée. Si vous achetez du pain, si vous payez votre facture d'électricité, etc. Et à partir du moment où ils voient ces transactions, eh bien, eux, ils vont arrondir à l'euro supérieur et vous permettre d'épargner sur l'application les centimes, en fait, d'épargne de l'arrondi
directement, mais en équivalent Bitcoin. Je vous donne un exemple très concret. Vous payez votre abonnement téléphonique de 22,80 €. Eh bien, en fait, eux, automatiquement, ils vont convertir 20 centimes d'euros en Bitcoin. Donc, ça fait une petite fraction de Bitcoin, mais vous comprenez le principe. CZ, le CEO de Binance, a déclaré que les communautés de langue chinoise sont excitées après que la chaîne de télévision d'État CCTV ait diffusé un segment sur les cryptos mettant en évidence le logo Bitcoin. Il a partagé un lien vers un site web de la chaîne qui montrait le segment se concentrant sur de nouvelles législations à Hong Kong pour les plateformes de trading crypto. Et c'est très intéressant. Et la news très importante à retenir derrière ça, c'est que si c'est passé à la télé en Chine, c'est que ça a été validé par le gouvernement chinois. Et donc que le gouvernement chinois laisse le logo de Bitcoin à la télé et laisse parler des crypto-monnaies, c'est que la Chine commence à s'ouvrir progressivement. Avec une news qui est intéressante, je trouve. Donc c'est Ron DeSantis qui est un candidat potentiel à la présidence des États-Unis l'année prochaine, qui se positionne clairement comme un pro Bitcoin. On avait vu que le neveu de l'ancien président John Fitzgerald Kennedy avait également pris ce genre de position. On en a pas mal. C'est maintenant donc le gouverneur de la Floride. C'est assez intéressant de voir que eux se positionnent contre les CBDC et pour le Bitcoin. Donc vraiment, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent ça au cœur de la... En tout cas, ils essayent de mettre ça au cœur de la campagne à la présidence. Et en fait, il y a vraiment un antagonisme vraiment entre le Bitcoin, l'aspect décentralisé, et les CBDC, dont on sait... Donc CBDC, c'est Central Bank Digital Currencies. Ce sont les monnaies digitales de banque centrale qui seront émises par les banques centrales. Et donc, en gros, concrètement, vous aurez un compte personnel directement dans la banque centrale qui va émettre ces monnaies-là. Ce qui risque de se passer en deux mots dans les années à venir, c'est que les banques centrales vont reprendre finalement la main sur l'émission monétaire. J'imagine, en fait, c'est comme ça qu'on le voit, en tout cas, les banques commerciales qui créent la monnaie actuellement à travers le crédit pourraient, en tout cas, perdre des parts de marché à ce niveau-là. Très, très probablement même, en fait. Et donc, on voit bien que vous aurez vos comptes non plus dans les banques commerciales, mais directement dans les banques centrales. Et il y en a plein qui extrapolent en disant que potentiellement, il y aura un revenu universel et que, l'explosion technologique va faire disparaître tellement de jobs qu'ils n'auront pas d'autre choix que de mettre en place un revenu universel qui sera alloué sous forme de Central Bank Digital Currencies. Tout ça, c'est de l'extrapolation, mais il y a quand même, plus ça va, plus ça commence à se matérialiser, très clairement, ça va apparaître, et donc c'est assez intéressant de le suivre, d'autant que les libertés sont tout à fait en danger avec ce type de... Enfin, certaines libertés, clairement, si ils ont accès à ce que vous dépensez, ça sera vraiment le dernier rempart, et encore, enfin, c'est déjà le cas, mais là, clairement, c'est important, en tout cas, qu'il y ait un vrai débat autour de ça, et je trouve, justement, pour cette raison, intéressant que il y ait plusieurs candidats qui essayent de le mettre, qui essayent de mettre ça dans la campagne. Ensuite, c'est intéressant, en ce moment, vous savez, il y a une Bitcoin 2003 conférence à Miami, et Michael Saylor est venu, a fait un petit discours sur son avis sur la réglementation crypto aux États-Unis. J'ai bien aimé sa réflexion. Il se demande si l'incertitude et le flou réglementaire aux États-Unis ne seraient pas par conception. Donc je suis complètement d'accord avec cette phrase. C'est qu'à un moment donné, vous savez, le Bitcoin, son objectif, c'est tout simplement de se passer des banques centrales, se passer des institutions, se passer des monnaies existantes. Et donc forcément, ça s'attaque un peu aux différentes institutions en place. Et je suis complètement d'accord. Le Bitcoin ne peut pas être pote avec la Fed, avec la Banque centrale. L'objectif, c'est de les remplacer, quoi. C'est d'éviter d'avoir des organismes centraux comme ça qui dirigent un peu les monnaies et tout ça. Donc je suis assez d'accord avec cette réflexion. Et c'est normal que les États-Unis, en général, par défaut, voient un peu le Bitcoin d'un mauvais œil, mais je pense que c'était intéressant comme réflexion. Par contre, l'autre chose qu'on a abordé également hier, étonnamment, j'ai envie de dire, parce que ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est tellement monoproduit et tellement concentré sur notre plafond de la dette qu'on n'arrive plus à voir autre chose. C'est les minutes du FOMC Meeting. Alors, les minutes, vous connaissez l'histoire, ça a été publié hier soir, c'est le rapport de ce qui s'est dit au début du mois de mai lors du FOMC Meeting. Bref, et ce qu'il faut en retenir, c'est que, les présidents de la Fed, les membres de la Fed sont divisés. Alors, c'est pas forcément
forcément une énorme surprise parce que si on regarde un petit peu ces dernières semaines, on a eu plusieurs membres de la Fed qui sont venus dire qu'il se serait peut-être pas complètement idiot de monter encore une fois les taux en juin pour vraiment montrer à l'inflation que c'est nous les bonhommes et nous les plus forts. Et puis on a quand même eu Monsieur Powell vendredi dernier qui est venu nous dire que lui, il était pas super convaincu qu'il fallait encore monter les taux. Bon, Powell, il a un petit peu le cul entre deux chaises parce qu'il sait que de toute façon, si à force de monter les taux, il met l'économie en récession, ça sera de sa faute. Et puis s'il monte pas assez les taux et que l'inflation continue de persévérer, on va dire, ce sera de sa faute aussi. Donc de toute façon, ce sera sa faute. Donc c'est un petit peu embêtant pour lui. On peut comprendre qu'il soit un peu plus timoré. Mais effectivement, le rapport du FOMC meeting, ces minutes, faisait clairement état du fait que les gens aujourd'hui, les membres de la Fed sont clairement divisés et qu'il y a probablement 3 chiffres qui vont influer sur la décision qui sera prise mi-juin, le 13 et le 14 juin. Ce sera le PCE de demain, les chiffres des non-farm payrolls de vendredi prochain et ensuite le CPI qui devrait être publié, je crois, la veille ou 2 jours avant le meeting du mois de juin. Donc ces 3 chiffres-là, eh bien, devraient pouvoir décider ou pousser à la décision pour les membres de la Fed. Compte tenu du fait, et en espérant qu'entre deux, on n'est pas passé en défaut du côté du gouvernement américain, parce que sinon l'équation sera un tout petit peu différente. Alors, inquiétant également, c'est le dollar. Le dollar qui est toujours bullish. Alors, ça fait plusieurs mois qu'on voit qu'il nous fait une structure bullish, hein, un gros W weekly. Alors, potentiel, bien entendu, il faudra casser ce niveau-là pour valider le W. On a également une grosse divergence. Alors, on va se remettre un RSI. Une grosse divergence haussière et pas en daily, en weekly. Voilà, vous voyez qu'on fait un plus bas ici. Alors, pour bien voir les divergences, je vous rappelle, hein, vous mettez les droites, vous voyez qu'on fait un plus bas et on fait un plus haut sur un support long terme. Donc ça, on avait vu déjà que c'était mauvais signe. Et ensuite, à plus court terme, on avait une petite trendline qui l'a cassé, donc c'était le premier avertissement. Ensuite, on est sorti du haut du range, on a cassé les 0,38,2, donc on avait dit direction zone de rechargement de short. Donc maintenant c'est fait, on est dans la zone de rechargement de short. À cela, j'ai ajouté 2 petites trendlines. La première trendline, elle part d'ici, elle vient chercher donc ce point-là et ce point-là. Et bah là, on est pile dessus, vous voyez. On est en train de la travailler ici. Et j'en ai ajouté une petite deuxième, hein, c'est celle qui prend les 3 points ici et qui est juste au-dessus du coup. Donc vous voyez qu'on a une confluence ici énorme entre la zone de rechargement de short et la double trendline. Donc théoriquement, si on est juste dans un rebond et pas dans une reprise de la tendance haussière, cette confluence de résistance devrait bien bloquer la montée du dollar, le rejeter pour retourner à la baisse. A contrario, si on casse cette forte zone de résistance, ce ne sera pas bon signe. Ce qui veut dire qu'on serait plus dans un rebond de ce mouvement baissier, mais dans un rebond de tout ce mouvement. Peut-être que le petit rebond là, c'était le début d'un plus gros rebond, à minima, voire, dans le pire des scénarios, une reprise de la tendance haussière pour aller faire des nouveaux plus hauts. Pour moi, ça ressemble à de la vente organique. Et ça pose question, c'est que le côté lent me pose question, enfin m'interpelle et me rend très prudent sur le Bitcoin en général. Le truc, c'est que c'est pas confortable à trade parce que c'est très lent. Mais c'est un price action qui est bearish et du coup je n'attends pas ici d'optimisation. Vu que ça me paraît organique, j'attends pas d'optimisation, pardon, mais le mot c'est efficiency. C'est-à-dire je n'attends plus d'efficiency de ce marché. Je me dis ok, bon, on allait chercher liquidation, mais ça suffit peut-être pas à retourner le marché. Pourquoi ? Parce qu'il y a des vrais vendeurs cette fois-ci et que ça ne concerne, c'est pas seulement le market maker qui fait mumuse, mais des vendeurs motivés et des acheteurs, etc., etc. Et autre chose que je remarque, c'est que d'habitude, dans un range, support à résistance, la durée des ranges, ouais, enfin ça, tellement illiquide qui dit notre ami Mana, pas vraiment. Hein. On remarquera que depuis quelques temps, c'est devenu bien rempli nos order books. Alors il faudrait voir le réglage par rapport à... C'est sûr que par rapport à un bull market... Par rapport à un bull market, c'est faible, mais on constatera que c'est pas si illiquide que ça.
Il y a quand même une présence dans l'order book. Et ici, hop, la Plunge Protection Team qui va a priori sauver le bull market. Le problème ici, alors donc, excusez-moi, donc c'est des élucubrations d'un mec qui passe trop de temps devant l'écran. Hein, parce que bon, moi personnellement, je vis Bitcoin depuis 2017. J'ai pas dû rater un tick, hein, genre dans le mode no life, donc je suis à fond dedans. Donc j'ai rien raté, et à mon avis, ce que je trouve ici, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est qu'il y a des ventes organiques. J'ai des informations pour se dire bon bah ça va bien se passer et ça peut tenir en mode scalp et puis pas de problème, t'inquiète, on va ici et tout. Mais le price action weekly me dit autre chose, mais surtout pour qu'un range fasse son job de range, en général les gens sont bearish sur les supports et ils sont bullish sur les résistances. Quel est le sentiment des gens ici? Bah pas bear, il est pas bear. Les gens n'ont pas peur. Moi, ce que j'ai vu hier, c'est pas des gens qui ont peur, c'est des gens qui courent après les derniers shitcoins. C'est les Ben, les Psyops, le truc qui fait 50% dans la journée. Pourquoi avoir peur? Allons gamble sur la pire des merdes. All-in x 25, parce que de toute façon, tant qu'il y a 3 pumps sur un marché de 15 000 coins, il n'y a pas de problème. Le prix du PP s'effondre de 65% en 2 semaines, alors que ce nouveau projet a largement dépassé le $1 million, j'allais dire le $1 milliard. Et oui, je ziotais un petit peu, et pendant une bonne semaine, voire 10 jours, tous les jours, je vous montrais un peu l'analyse PP au Jack, les shitcoins du moment, les disaient tout, je vous disais, ah, attention, la fiesta, c'est bientôt fini, hein. Et je vous disais, moi, jamais je mets $1 sur ça. Le problème, c'est pas, oui, éthiquement parlant, pas de problème. Le truc, c'est de se faire empaler. C'est que pour faire de l'argent dessus, il fallait être déjà avant que sur les réseaux sociaux parlent, tu vois. Dès que ça y est, les réseaux sociaux sont à fond dessus, c'est fini. C'est les baleines, ils sont en train de dump tous leurs tokens sur la tronche de ceux qui arrivent avec la hype des réseaux sociaux. Et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est la même musique qui se répète chaque année. Et malheureusement, quand t'es nouveau, bah, tu crois pas, tu dis non, je vais faire de l'argent avec les shitcoins. Mais quand t'es un peu plus ancien, tu te dis, voilà, elle a la même musique. Et puis tu vois les pauvres nouveaux, les pauvres gens se faire défoncer leur pognon, tout simplement parce que les baleines vendent dessus. Et puis ça nous le dit. Regarde, au début du mois de mai, la capitalisation totale du PP était avec grimpé jusqu'à 1,8 milliard de dollars. Hein. Il a été hissé dans le top 100. C'est une grosse blagouze, quoi. 2 semaines plus tard, le market cap du PP est tombé à environ 665 milliards de dollars, soit une baisse de 155%. Et aujourd'hui, on est encore plus bas. Hein. Et donc, les baleines qui détenaient du PP semblent être les principales responsables de chute de prix. Oui, au bout d'un moment, elles prennent leur profit. Selon les données suivies par Dune Analytics, les 15 premières adresses ayant les revenus et les rendements les plus élevés, ainsi que celles détenant une quantité importante de jetons PP au moment du pic du marché, ont abandonné la plupart de leurs avoirs au cours des dernières semaines. Certaines baleines ont même vendu 100% de leur bac de PP pendant le crack, comme elles montrent le tableau ci-dessous. Donc, tu vois, un énorme holder ici, il a dégagé 40% de son wallet. Lui, 100%. Lui, 83%. Lui, 23%. Ça, c'est des grosses baleines. Hein. Lui, tu vois, là, c'est 14 millions. Regarde, profit. Profit, lui, il a dégagé 100%. Profit, 3 millions de dollars. Le profit, c'est un truc de fou. Hein. Lui, pareil, 2 millions de dollars en profit. Lui, 2 millions de dollars en profit. Lui, 14 millions de dollars en profit. Quasi 15. Lui, 2 millions et quelques de profit. Lui, il a dégagé que 20%. 3 millions de dollars en profit. Lui, 100%, 3 millions de dollars en profit. Le problème, comme je vous dis, on en parle quelques fois, c'est que les baleines, elles ont des problèmes de liquidité. Pour qu'une baleine puisse vendre à fond, il faut qu'il y ait une masse énorme de gens qui viennent acheter. En fait, le PP, tout ce qui est shitcoin, il faut comparer ça exactement au bull run du Bitcoin. Les grosses baleines de Bitcoin ont besoin d'énormément de liquidité pour lâcher leur Bitcoin. Ils ne peuvent pas lâcher n'importe comment. C'est pour ça que sur des statistiques on-chain, tu peux voir que tous les années on-chain, toutes les baleines lâchent pendant le bull run. Pendant tout le bull run, ça lâche parce qu'il y a assez de liquidité pour qu'elles lâchent leur bague. Le PP, c'est pareil. Et elles ont attendu qu'il y ait une grosse hype sur les réseaux. Et quand la hype était bien mûre, bien grasse, tout le monde était là, PP to the moon, PP to the moon. Elles se sont dit, allez, c'est le temps de lâcher. Il y a de la liquidité. La liquidité, c'est quoi? C'est les petits acheteurs tout mignons dans leur petit coin chez eux à la maison qui sont là, qui ont entendu parler du PP. Oh, allez, j'achète du PP. Et voilà. Et donc, ils achètent tout simplement le PP que vendent les baleines. Et après, les baleines, la pression vendeuse est plus grosse que la pression acheteuse. Et t'arrives à moins 70, moins 80%, comme beaucoup de mêmes coins en ce moment. Hein. C'est fini la fiesta.
tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.